Daniel Meroy, vous êtes connu pour de très nombreux ouvrages. Et il y a quelques mois, vous avez publié le grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes. Et pour quelle raison avez-vous tenu à rédiger ce livre avec votre épouse Marie-Joanne Croteau? Pour une raison fort simple, c'est que depuis que nous nous connaissons et que nous vivons ensemble, le fait que nous avions exactement la même approche des thérapies s'est imposé tout de suite. En réalité, quand on s'est rencontrés, lorsque j'ai fait sa connaissance, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à pratiquer des thérapies énergétiques de nature essénienne et égyptienne, mais que Marie-Joanne avait la même capacité. Elle n'était pas arrivée aux mêmes connaissances et aux mêmes déductions que moi par le même chemin, mais j'ai été étonné de voir de quelle façon, par son propre cheminement, on arrivait exactement à travailler de la même façon. Alors ça, c'était assez remarquable, j'avais jamais vu ça, et c'est sûr que ça a contribué beaucoup à nous rapprocher. Alors à partir du moment où on a commencé à vivre ensemble, il y a déjà maintenant pas mal d'années, on a travaillé ensemble, on a enseigné ensemble, elle a tenu aussi à mettre sur pied une formation en soins énergétiques, et à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'il n'était pas question de faire un livre seul, il fallait qu'il soit le fruit de notre travail commun. Donc ça s'est imposé, ça ne pouvait pas être autrement. C'était normal, logique. Et Marie-Joanne, qu'est-ce qui a motivé votre engagement dans la réalisation du livre qui est déjà une référence dans le domaine? Est-ce que c'est un ressenti, un élan, peut-être une nécessité? Un peu de tout à la fois, mais surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, je n'ai pas été parachutée en soins esséniens égyptiens parce que j'étais l'épouse de Daniel Meroy, mais parce que, comme Daniel l'a souligné, j'avais des acquis innés de naissance, aussi loin que je peux m'en souvenir, pour le soin. Et un peu plus tard, j'ai fait des études de lettres, des études de beaux-arts, des études de pharmacie. J'ai travaillé 11 ans sur un très grand hôpital de Québec, en traumato, réanimation, urgence, soins intensifs. J'ai accompagné des mourants, des personnes en fin de vie. Je me suis rendu compte, et aussi je soignais chez moi de façon un peu très discrète, simple, non connue, des gens. Je recevais des gens. Et par hasard, mais il n'y a pas de hasard, à un certain moment, j'ai entendu parler en 86 environ des livres de Daniel Meroy. À l'époque, j'étais enceinte de ma fille Virginie. Et c'est mon gynécologue qui m'a référé le livre Les 9 marches. Il m'a dit « As-tu lu le livre Les 9 marches de Daniel Meroy ?» Et j'ai dit non. Alors il dit « Je te le conseille. » Et du coup, j'ai tout lu. Et ça a grandement aidé ma grossesse, mais ce nom, Daniel Meroy, m'intriguait. Et du coup, j'ai tout lu. Tous les livres qui précédaient, de Mémoire d'Esséniens, Récit d'un voyageur de l'astral, Terre d'émeraude, etc. Mais sans jamais vraiment voir l'auteur, parce que jusqu'à justement les 9 marches, il n'y avait pas de photos derrière les livres. Donc Daniel Meroy, pour moi, c'était complètement abstrait au niveau image. Et en 2000, tu as sorti l'Évangile de Marie-Madeleine. Et là j'ai senti un appel. C'est que... Alors j'ai dit, comment je fais pour rejoindre Daniel Meroy? Et je lui ai dit, je vais lui écrire par mail, mais il doit recevoir beaucoup de mails. Donc, je lui ai écrit, dans l'intitulé du message, « La Magdaléenne ». Rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous dire que je suis l'incarnation de Marie-Madeleine, mais plutôt, je voulais attirer ton attention sur le fait que cette énergie-là me parlait pour faire quelque chose. C'était ça, cet éveil, cet élan. Donc, je t'écris, et dans les 10 minutes, Daniel me répond, et je lui dis, est-ce que ça vous intéresse de venir faire une conférence à Québec sur le thème de Marie-Madeleine? Il m'a répondu oui, effectivement. Et de but en blanc, comme ça, on s'est un peu rencontrés, vus,
il m'a offert quelques soins, on a pu discuter de nos soins et on a vu que on avait finalement les mêmes connaissances. J'ai jamais suivi de cours en énergie, hein, c'est inné. J'ai pas suivi de cours pour savoir comment soigner. Ça vient de moi, c'est vraiment comme une canalisation. Et je me suis aperçue que pour Daniel, c'était un peu la même chose. Mais je n'avais pas toute l'historique de ses soins. Donc, on en a parlé, on a mis en comparaison nos façons de traiter. Et petit à petit, on s'est perdu de vue en 2003, jusqu'en 2005, où nous nous sommes revus et où on a décidé par la suite, en vivant ensemble, parce qu'il n'y a rien qui... Je pense qu'il y a des rencontres importantes, des rencontres qu'on ne peut pas nier, même si on quitte certaines vies, c'est toujours pour aller de l'avant. Lorsque ça ronronne, il faut avancer. Donc, on a fait notre bout de chemin et dans notre maison de l'Estrie, j'ai vu qu'il avait tiré dans le placard tous ces enregistrements de ses premières canalisations et d'enseignement des soins esséniens que tu avais reçus de nos amis d'en haut, les Elohim. Tous tes écrits, tous ces écrits étaient aussi tirés comme ça un peu d'une façon négligée. Et en ouvrant le placard, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est, Daniel? Pourquoi tu as tout laissé ça en blanc comme ça? Il dit, oh, mais c'est plus important de toute façon. Et j'ai dit, mais si c'est important, il y a le message de Moria, Jalkul, Koutoumi, tu peux pas laisser tomber ça. Les Elohim, c'est tout le début, c'est toutes les thérapies qu'on fait. Alors j'ai repris tous les thèmes, j'ai sélectionné les meilleures thérapies, j'ai sélectionné les meilleurs extraits de canalisation et on a conçu le livre Ce qu'ils m'ont dit, qui est paru. C'est ça, oui. Et ensuite, s'est instauré le mouvement de vouloir débuter l'enseignement des thérapies esséniennes égyptiennes en France en 2008-2009. En tout cas, toute cette période a vraiment permis de mettre en évidence le fait qu'on travaillait tous les deux de la même façon. Elle, peut-être plus intuitivement, moi avec des données que j'avais notées, que bon, j'en parlerai là, mais c'était extraordinaire de voir comme tout ça, c'était complètement convergent et on ne pouvait pas faire autrement que de travailler ensemble. C'était la même chose, absolument la même chose. Et voilà, on a eu des élèves, on a conçu les soins, mais de 2009, 2010, 2011, on a continué à recevoir des soins de nos amis d'en haut, les Elohim. Tu en parles dans Ce qu'ils m'ont dit, tu en parles dans plusieurs livres, ceux qui nous ont toujours accompagnés. Et on les a écrits. Ce sont des soins qui accompagnaient un peu plus les maladies du 21e siècle, les maladies plus présentes qui se sont développées aux dernières décennies. On les a adaptés comme asthme, apnée du sommeil, diabète, infertilité, prostate. Et on a ajouté ensemble le soin de l'abandon, qui est un soin qui a été donné à Shlomit, Marie Salomé. Si vous avez lu le Testament des Trois Maries de Daniel Meroy, c'est mon âme qui a été cette Marie Salomé. Donc c'est un peu par ce souvenir que nous avons pu restituer ce corpus de thérapie. Et Daniel, de son côté, par la mémoire de Simon, c'est dans de mémoire d'Essénien, et de Nagartet dans la demeure du rayonnant. Alors on a tout mis ça ensemble, et avec l'aide des Elohim, et avec l'aide aussi du Christ, parce qu'on est très, c'est ce qui nous rassemble, on est très christique. Pas dans le sens qu'on se prend pour des Christ, mais dans le sens où c'est un message qui nous parle beaucoup, qui nous accompagne beaucoup. La sensibilité christique est fondamentale pour nous. Ça, alors c'est comme ça qu'on a mis ce corpus et qu'on a enseigné à nos élèves. Et Daniel, d'où proviennent au juste les thérapies? Quelles en sont ses origines? Comment vous avez eu accès à ces connaissances? Oui, mais pour moi c'est un petit peu particulier parce que j'ai eu accès à ces thérapies, à ces formes de thérapie de deux façons différentes. Tout d'abord, comme l'a dit Marie et Joanne il y a quelques instants, par canalisation, par la présence d'êtres de lumière qui me donnaient des informations que j'ai notées scrupuleusement, et ensuite en consultant les annales akashiques, la mémoire du temps. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait
cette méthode thérapeutique était à la fois utilisée par les anciens Égyptiens du temps d'Akhénaton, du pharaon Akhénaton, et par les Esséniens. Les Esséniens, c'est l'école mystique dont le maître Jésus est issu, hein, pour ceux qui ne situeraient pas très très bien. Alors évidemment, on ne voit pas très bien a priori historiquement comment il peut y avoir une transmission d'informations entre les Égyptiens du temps d'Akhénaton et les Esséniens, qui étaient finalement des Hébreux, à l'origine des Juifs. Ça s'est fait tout simplement par le biais de Moïse et de ses proches. Tout le monde sait que la fameuse histoire du passage des Hébreux de la terre d'Égypte sur la terre de Palestine à l'époque, eh bien, cette transmission s'est faite à ce moment-là. En fait, il y avait véritablement une parenté entre les connaissances de Moïse, qui étaient d'origine égyptienne, et la sensibilité d'une faction, je dirais, du peuple des Hébreux à cette époque-là. Donc ça s'est fait de façon souterraine, non officielle, mais c'est comme ça qu'on en est arrivé finalement à avoir des connaissances communes qui ont voyagé d'une terre à l'autre. Alors c'est comme ça qu'au fil des années également, eh bien, j'ai pu rassembler de mon côté, et par des informations donc en télépathie, et par des informations captées dans la mémoire du présent, j'ai pu commencer à rassembler vraiment ce qui est devenu ensuite avec Marie-Joanne, avec son travail, son concours, un véritable corpus, et un corpus, comme elle le disait, mais qui est encore susceptible de s'amplifier. Alors, je n'ai pas pris, moi, personnellement, tout de suite conscience de l'importance de l'ensemble de données que ça représentait, et je pense qu'il a fallu son intervention à elle pour que je me dise, ben oui, effectivement, il y a beaucoup de choses, là, il y a beaucoup de choses, et ça serait trop stupide de laisser ça dans une armoire. Alors, le livre, petit à petit, l'idée du livre commun, c'est échafaudé, comme ça, tranquillement, jusqu'au jour où c'est devenu comme une évidence, en fait. Et vous, Marie-Joanne, comment avez-vous eu accès à de telles connaissances, à ce savoir-faire? Pouvez-vous nous parler de votre expérience dans la façon où vous vivez ces soins? La façon que je vis ces soins, c'est assez particulier parce que, premièrement, tout d'abord, comme Daniel, c'est par une certaine mémoire akashique que je puise à la mémoire de ces sources. C'est par le souvenir de Marie-Salomé, comme je l'ai dit, Shlomit. Et c'est inné en moi, c'est depuis que je suis petite que je peux soigner de cette façon. Et aussi par accompagnement par le Christ. D'ailleurs, quand je soigne, quand je suis près d'un patient, lorsque je soigne, je fais une avec lui, c'est-à-dire que j'établis une relation triangulaire, trinitaire avec le ciel, le patient et le thérapeute. Donc c'est continuellement un échange entre le ciel, le thérapeute, ça passe par le cœur du thérapeute et ça rejoint le patient, etc. Et il se ressource avec. Mais lorsque je soigne un patient, ce que j'entends, c'est que je fais complètement abstraction de sa peau, de son corps. Je perds, c'est comme une carte géographique. Son corps devient comme une carte lumineuse où je vois tous les nadis, les sous-nadis et tout. Et j'entends à l'intérieur de moi la voix du Maître Yeshua qui me dicte, qui m'accompagne dans ce soin et qui me dit où aller. Parce que la technique, c'est beau. L'attitude précise, c'est beau. La technique précise, c'est beau. Mais il faut la connexion avec le sacré et la compassion. Et sur cela, Daniel et moi, on insiste beaucoup. Donc, quand je suis en soins, je suis avec le Maître Yeshua. Je le dis d'une façon très humble. C'est celui qui m'accompagne en soins. Et j'attends avant d'enlever ma main ou de continuer dans un autre geste. Par ses yeux, je vois ses yeux. Et je sais que par son regard, je peux aller à un autre endroit parce que l'énergie infusée a été suffisante. Voilà ma façon de soigner. Selon vous, en quoi ces thérapies se distinguent-elles d'autres méthodes de traitement énergétique?
par leur aspect sacré, la précision des techniques, la gestuelle, la connexion avec les énergies d'en haut, la circulation, comme on l'a écrit dans le livre, solaire, c'est-à-dire qui passe par le cœur, qui se renouvelle entre le ciel, le cœur du thérapeute, et qui rejoint le patient, etc., comme ça, de cette façon-là. Et on a beaucoup insisté avec nos élèves qu'ils acquièrent cette posture, cet art de danse avec le subtil et la matière physique, parce qu'on ne fait pas juste travailler dans le subtil, on travaille aussi dans le physique. Je leur apprends à toucher le corps, parce que beaucoup de gens souffrent de ne pas être touchés. Il y a beaucoup de gens seuls, sans amour, et la maladie aussi, c'est aussi un manque d'amour. Donc, on touche beaucoup le patient, et c'est cet aspect trinitaire, cet aspect sacré, et les élèves l'ont très bien compris et bien intégré. C'est vraiment touchant de les voir travailler et de les voir intégrer cette danse qui, au tout début, ils me disaient, mais Marie-Joanne, on ne sera jamais capable de faire cette danse-là, cet art-là, ce sacré-là, on ne peut pas nous apprendre ça. Mais maintenant, je les regarde. Je regarde le premier groupe qui est déjà devenu, pour plusieurs, des thérapeutes et des enseignants. Et le deuxième groupe, ils l'ont tous et j'en suis très, très, très heureuse. Ouais, c'est ça qui est remarquable, je crois, dans cette technique-là, c'est qu'elle allie vraiment la très grande précision des gestes, une connaissance très fine, obligatoire, nécessaire de l'anatomie subtile du corps humain, et en même temps, une espèce de fluidité qui prend le dessus surtout. Quand on enseigne, on essaie de montrer à quel point eh bien, les gestes que l'on fait, tout en étant très pointus, très précis, finissent par devenir une sorte de danse. C'est tout à fait étonnant. Il y a quelque chose, je dirais, de magique dans d'aérien, dans cette façon de transmettre le sacré. Et bon, c'est une technique évidemment parmi beaucoup d'autres, il existe beaucoup de méthodes thérapeutiques aujourd'hui, mais ça je crois que c'est vraiment la caractéristique fondamentale. Rien ne peut être fait sans être habité vraiment par une présence christique. Je dis christique au sens large du terme. Hein. Pour moi, dans toutes les grandes traditions, il y a la même présence que l'on peut appeler christique. On pourrait dire bouddhique, etc. Peu importe. Mais c'est un principe sacré qu'il faut savoir appeler à soi et transmettre au bout des doigts, tout en étant extrêmement rigoureux. Et il arrive à un moment donné où le thérapeute eh bien, parvient à dépasser les techniques qu'il a apprises pour se déplacer d'une façon beaucoup plus intuitive à la surface du corps. Mais ça, évidemment, il faut du travail, il faut de la pratique. C'est une formation qui se donne sur 3 ans, en raison de 2 grandes sessions par an, mais c'est clair que ce n'est pas à l'issue des 3 ans que quelqu'un peut nécessairement se dire thérapeute. Il y a une pratique qui est acquise, et puis après, c'est vraiment toute une démarche personnelle. Il ne faut pas croire d'ailleurs qu'il n'y a que des gens qui se destinent à être thérapeutes, qui peuvent se pencher sur notre livre ou qui peuvent s'intéresser à ces formations-là. Pratiquer les thérapies. Ni pratiquer les thérapies, il y a beaucoup de personnes aussi qui font ça pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour leur richesse personnelle, pour mieux comprendre de quoi la vie est faite, quels sont les éléments constitutifs de la lumière dans laquelle nous vivons, qui dilatent le cœur. Qu'est-ce que c'est que la vie? Quel est le mouvement de la vie? Alors je dirais qu'il y a bien 2/3 des personnes qui s'intéressent à ce travail-là, soit par l'écriture, soit par les leçons, les cours, et qui sont vraiment en démarche personnelle et que ça aide réellement. Donc il y a deux niveaux à cette tradition-là, la façon dont on peut la recevoir aujourd'hui. Parce que bien comprendre comment notre corps marche sur le plan subtil, c'est apprendre aussi à mieux vivre d'une certaine façon, c'est mieux comprendre les difficultés des autres, et parfois savoir trouver des attitudes ou des gestes, ou qui vont nous aider, ou qui vont aider autrui. Donc c'est une espèce de pénétration je dirais, de la compréhension des lois subtiles de la vie. Nous, pour les prérequis, on ne donne aucun prérequis de stage ou de trucs avant nos cours en formation en soins esséniens égyptiens.
Je dirais que j'y vais plutôt au pif. Je demande toujours une photo, je regarde les yeux, je regarde un peu le cursus, mais surtout son intention de cœur, son intention d'ouverture et sa capacité que je crois déceler beaucoup, sans avoir fait des stages pour se préparer à cela, dépasse. Et parce que les thérapies elles-mêmes sont une façon de s'épurer intérieurement. Ça travaille beaucoup. Hein? Nos élèves sont tous passés par des phases extrêmement... par les larmes, par la joie, par le découragement. C'est une méthode de transformation intérieure oui. en même temps qu'une méthode d'apprentissage de thérapie. Tout à fait. C'est un labourage de la personnalité et on le voit très bien au fil des 3 ans de ces formations, et bien que les élèves qui suivent tout le processus ne sont plus du tout les mêmes que ceux qu'ils ont été auparavant. Et ça se voit même physiquement sur des photos. Ah oui. Il y a quelque chose, il y a une métamorphose qui s'opère quand on joue vraiment le jeu et qu'on n'est pas simplement quelqu'un qui vient prendre des notes et puis qui va voir comment on pose des mains là plutôt que là ou là. Ça, c'est une phase, mais je dirais que c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui se passe. Il faut dire également que là, tu parles des formations que nous faisons, mais maintenant, nous passons le flambeau. Après la formation qui se termine ici, ce printemps 2014, nous nous retirons, du moins en France, en Europe, de ces formations-là. On continuera à en faire une ici au Québec, mais pour tout ce qui est du continent européen, on passe le flambeau à quelques-unes des personnes que nous avons formées et en lesquelles nous avons véritablement confiance. Parmi nos meilleurs éléments. Parmi nos meilleurs éléments, ça c'est évident. Alors ceux qui seraient intéressés, bien qu'ils ne s'attendent pas en Europe à avoir affaire directement à nous, mais à ces personnes-là dignes de confiance que nous avons formées. Et ceux qui sont intéressés en Europe, ça ne vous empêche pas de venir faire votre formation au Québec. Il y en a quelques-uns qui se sont inscrits. L'Atlantique. Oui. 2 fois par année, nous on le fait 4 fois, 5 fois par année, ça se fait. Oui, ça se fait très bien. Daniel, quels ont été vos défis et vos bonheurs durant la rédaction du livre? Est-ce que ça a été une aventure? Toute rédaction de livre est une aventure, hein, parce qu'on sait de où on part, en tout cas à peu près, mais on ne sait jamais. On espère savoir où on va, mais on ne sait pas comment on y va. Je crois que ce livre-là, moi personnellement, ma difficulté, ça a été la clarté. C'est-à-dire que je voulais m'efforcer d'être le plus clair possible, parce que ce travail de thérapie que Marie-Joanne et moi avons essayé d'expliciter, d'exposer, est un travail qui est relativement complexe et en tout cas très précis sur le plan de la technique. Donc le vrai défi, je crois, a été dans la clarification des explications du texte explicatif et ensuite dans la conception de chaque dessin. Alors, il a fallu évidemment travailler avec un modèle vivant, faire des photos avec le positionnement des mains, etc. Puis ensuite demander à un dessinateur de traduire ce que la photo voulait exprimer, et ensuite utiliser des symboles, des points de repère, des flèches, des cercles, etc., des chiffres, de façon à ce que l'image, le dessin, colle le plus précisément possible au texte. Et ça a été vraiment, je dirais, vraiment un très très gros travail pendant à peu près 1 année, et à tel point que je me souviendrai de ce livre spécialement pour ça, parce qu'il n'était pas question d'y aller à peu près. On peut toujours bien sûr faire mieux, mais on a voulu tout de suite placer la barre assez haut et faire de très grands croquis, de très grands dessins en rapport vraiment très étroit avec les textes explicatifs. Puis en même temps, ça c'est la partie technique du livre qui a été peut-être la plus complexe, mais en même temps, ne pas perdre de vue que le lecteur lui-même ne doit pas perdre de vue l'aspect sacré des choses, l'aspect métaphysique. Donc on a cherché à faire coïncider un certain nombre de soins et d'images, de dessins, avec des citations qui ont été prises dans un certain nombre de mes livres, de façon à replacer toujours la philosophie, le contexte. Puis en même temps, il y a évidemment une nécessité dans ce livre-là, et ça aussi, ça demandait un effort de perception claire des choses, de tout l'aspect métaphysique, la constitution subtile du corps humain, donc l'aspect
préparation avant les techniques de soins eux-mêmes. Et bon, c'est pour ça que c'est un livre, j'avoue, quand nous en avons accouché, on peut parler d'accouchement, qui a demandé un travail énorme. J'ai la sensation que c'est très très bien perçu par le lectorat, parce que jusqu'à présent, le livre a l'air de susciter vraiment un grand intérêt. Et c'est une belle récompense quand on voit que les choses, l'intensité du travail que l'on fait, mène à ça, mène à un livre qui apparemment est assez agréable à consulter, nous dit-on, puis qui est un outil de travail assez solide. Alors c'est à part, hein, dans tous les livres que j'ai pu faire, c'est un livre pour moi à part, et puis comme premier livre pour Marie-Joanne, je crois que ça l'a aussi marqué, parce que c'est une aventure. D'une part, c'est déjà une aventure de faire un travail comme ça à deux, mais ensuite de donner naissance à un instrument concret. Ça, c'est pas rien non plus. C'est pas juste c'est pas du récit. C'est pas on donne un outil de travail. Et là, il y a de la satisfaction. En fait, ce que tu n'as pas souligné, c'est qu'on a eu beaucoup d'élèves, certains élèves qui étaient des médecins, des psychothérapeutes, des kinésis, des ostéopathes dans le cours. Et je voulais souligner la participation du docteur Marc Medvesek qui nous a aidés à bien établir les pathologies et la définition des pathologies et à quoi sert le soin. Et aussi les références au niveau des organes. Je pense que c'est impeccable. Oui, puis notre idée également, ça a été de bien montrer à la fois aux lecteurs et à nos élèves que nous ne concevons pas qu'un type de médecine ou de thérapie en exclut une autre. C'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, ce n'est pas parce que nous enseignons cette façon de faire que nous déconseillerions à qui que ce soit de se détacher de notre médecine occidentale. Pour nous, l'idéal, c'est véritablement que les patients qui se font soigner de cette façon-là, soient en même temps suivis par des médecins de médecine allopathique ou homéopathique, mais qu'il y ait un regard médical, parce qu'il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas des médecins, on a simplement une technique merveilleuse qui nous a été offerte, mais si la médecine par derrière peut essayer de comprendre, peut contrôler également le travail qui est fait, c'est ce que nous souhaitons. Et visiblement, dans notre monde aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins, de kinésithérapeutes, de psychologues qui deviennent de plus en plus ouverts aussi à ce type de travail. Et je crois que la médecine de l'avenir est une médecine qui doit pouvoir englober tous ces regards qu'on porte sur un être humain. En tout cas, c'est quelque chose que nous voulons souligner, parce qu'il n'est pas question de dire c'est ça et point final. Non, c'est une forme de thérapie extraordinaire, mais qui n'élimine rien autour d'elle. On n'est pas thaumaturge. Hein? On n'est pas des thaumaturges, c'est certain. On n'est pas des thaumaturges, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir enseigner un très beau travail à faire qui aide l'être humain à mieux se porter, à mieux comprendre le sens de sa maladie, à mieux, découvrir de quoi il est fait, en fait. Est-il important pour vous que les connaissances dont vous êtes dépositaire se répandent le plus loin possible? Je pense oui, parce que au-delà de la connaissance, effectivement, comme vous disiez, que ça permet de diffuser, il y a pour nous une question de changement de conscience. Et quand on aborde un domaine comme celui qui est abordé dans ce livre des thérapies esséniennes et égyptiennes, on est obligé de poser un regard différent sur le monde, un regard qui est novateur, un regard qui fait le ménage un petit peu dans notre tête par rapport à tout un tas de choses qui sont acquises, par rapport à des états émotionnels qui sont polluants quelquefois, par rapport à un état d'esprit ou mental qui est figé avec certains concepts. Donc pour nous, le fait de diffuser ces informations-là le plus largement possible, c'est important parce que ça participe à la mutation, je crois, du niveau de conscience actuel dont on a besoin dans notre monde. Donc c'est un outil de thérapie, effectivement, mais comme nous le disions tout à l'heure, c'est aussi un outil de transformation globale. Ça permet de poser un regard différent sur ce qu'est la vie. Et ça, c'est capital aujourd'hui, je crois. Ça
ça doit repousser les frontières intérieures. Daniel, ne craignez-vous pas certains écueils en diffusant largement toutes ces connaissances? Des écueils, il y en a toujours. Hein. Dès que l'on fait quelque chose, il y a toujours du pour et il y a toujours du contre. C'est certain que quand on diffuse des connaissances précises comme ça et des méthodes de soins, il y a peut-être des gens qui vont jouer un petit peu, je dirais, aux apprentis thérapeutes avec tout ça. C'est inévitable. Hein. On ne peut pas s'empêcher, je crois, de mener une certaine réflexion, de diffuser certaines informations, sans qu'il y ait des gens plus ou moins, je veux dire, habiles, plus ou moins, je ne sais pas quel est le mot exactement, bien centrés, qui utilisent ça. Donc il y a toujours, hein, dans tout ce qu'on fait, deux côtés à la médaille. Mais je pense qu'il était important, urgent également, de mettre tout cela au clair, d'autant plus qu'on a vu quelquefois au fil des années, eh bien qu'il y ait des choses qui se disaient dans cette direction-là, par rapport à cette technique-là, ou des techniques approchantes qui colportaient des erreurs. Donc pour nous, c'était important de mettre les choses au point, puis de dire, c'est ça, la précision des choses, c'est ça. Mais je pense que s'il y a des gens qui s'amusent un petit peu, entre guillemets, s'amuser, ou qui font mine de travailler avec ça sans beaucoup d'expérience, d'une part, c'est une méthode qui est absolument pas agressive, donc il n'y a pas de risque en soi, le seul risque c'est que ça soit totalement inefficace, mais ces personnes-là vont finalement s'éliminer d'eux-mêmes, parce que il faut être habité par ça pour que vraiment il y ait quelque chose qui se passe. C'est certain qu'où on porte en soi ce genre de thérapie, ou alors ça fait un feu de paille et puis c'est tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles ne peuvent pas nuire, c'est sûr. Marie-Joanne, le grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes fait la continuité de la formation en thérapie essénienne et égyptienne que vous avez mise sur pied voilà quelques années. En quoi cette expérience d'enseignante a pu nourrir votre livre? Bien, je pense que c'est pas l'expérience nécessairement d'enseignante qui a nourri le livre, c'est ma propre connaissance des thérapies, et comme je disais avec Daniel, c'est surtout le fait qu'on collaborait, qu'on était en symbiose au niveau des thérapies avec l'énergie christique qui a permis d'écrire ce livre, de coécrire ce livre et de s'entendre sur toutes les notes subtiles et physiques de ce livre. Daniel, quel est le cheminement que vous voudriez voir se développer chez ceux qui se procurent votre livre? Je crois que moi, ce que je souhaiterais, c'est que, puis je suis certain que c'est la même chose pour Marie-Joanne, ce que je souhaiterais, c'est que ce livre aide les personnes qui veulent vraiment être de meilleures personnes, qui veulent participer à l'embellissement de la vie, à une meilleure santé, aide ces personnes-là à développer leur cœur. En ce sens-là, je pense que ce livre est un instrument aussi qui va infiniment plus loin que la pratique même des thérapies. C'est dans le sens je dirais, de l'écartèlement du cœur qu'à mon avis les choses doivent aller. C'est dans cette direction-là, en tout cas, que je souhaiterais que nos lecteurs soient entraînés. Le reste, ça devient, à mon avis, secondaire. À partir du moment où il se passe quelque chose au niveau du cœur, il se passe quelque chose partout. C'est la conscience perd ses écailles également, et on devient ouvert à une multitude de choses en plus. En fait, c'est la compassion qui nécessite pas simplement de l'empathie, c'est la compassion, c'est l'éclatement du cœur, c'est aimer l'autre comme un autre soi-même, et on sait que l'unité doit se faire d'une façon plus collective, c'est la souffrance de la planète, donc de plus en plus, je pense que ce livre de thérapie enseigne à vraiment, vraiment accueillir l'autre. C'est comme un cocon d'amour. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie. C'est comme ça qu'on l'a pensé, qu'on l'a souhaité. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il est reçu aussi. C'est pas simplement notre technique, c'est pas notre cours simplement qui a été porté sur papier. Il est certain que c'est pas parce qu'on va lire ce livre et faire quelques exercices qu'on va devenir thérapeute, c'est pas le but. C'est une base de travail. Après, il faut vraiment travailler, et il faut travailler avec un enseignant. Faut pas juste, on ne va pas se jouer à l'apprenti sorcier avec tout ça. C'est un outil de transformation, métamorphose. Le terme de cocon, je pense que c'est vraiment tout à fait ça. On entre dans un cocon et on se change soi-même du dedans petit à petit, au fur et à mesure qu'on assimile des données et qu'on pénètre
dans une atmosphère qui, à mon avis, nous apprend à respirer différemment le sens de la vie. Ouais. Marie-Joanne, comment vivez-vous votre nouvelle vie d'écrivain? Ma nouvelle vie d'écrivain, c'est pas parce qu'on a écrit un livre qu'on se sent écrivain. Non, je vis ça très simplement et avec bonheur, et aussi ça m'oblige à faire des entrevues, ce que j'aime pas, donc. Mais il y aura un prochain livre de façon solo qui sortira probablement pour les fêtes. Donc je pourrai plus en parler de ma nouvelle vie d'écrivain à ce moment-là. À votre avis, Daniel, le grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes aurait-il pu naître il y a quelques années? Il aurait pu naître. Il aurait pu naître parce que le corpus dont nous disposons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui, justement. Il aurait pu naître, mais peut-être pas d'une façon aussi, je dirais, aussi précise dans sa conception. Parce que soi-même, on évolue, hein, évidemment, dans une technique, dans un ensemble de connaissances. On évolue aussi en tant qu'être humain. Et je crois que c'était le bon moment pour le faire sortir. Je crois vraiment que c'était le bon moment. Puis j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de hasard dans la façon dont les naissances de livres, etc., dont certains thèmes étaient abordés d'une façon assez intense. Je crois que tout vient à point nommé. Je crois que ce livre-là vient au moment où il devait venir. Il est sûrement plus riche qu'il l'aurait été. Il y a aussi le fait qu'il y a eu des nouveaux soins qui se sont ajoutés. Marie-Joanne, Daniel, est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Oui, on pourrait dire l'un et l'autre. En ce qui me concerne, le prochain livre va être solo, c'est-à-dire que j'espère le sortir pour les fêtes. C'est un livre qui portera sur le monde des elfes, mais pas d'une façon comme on a l'habitude de les lire, c'est-à-dire sous l'aspect des légendes et des contes, mais plutôt sous l'aspect d'une histoire véridique, parce que c'est d'après les annales akashiques, et c'est aussi aidé par nos amis d'en haut. C'est une mémoire de vie d'une elfe de l'air il y a 11 000 ans. Donc c'est vraiment un accès qui est permis au monde des elfes. Donc vraiment vivre la vie réelle, c'est-à-dire connaître bien ce peuple et tout ce monde de l'intérieur par les yeux d'une elfe de l'air. Oui, je pense que c'est la particularité de ton travail, c'est que c'est une pénétration de la conscience à l'intérieur du monde elfique. Et à mon avis, ça n'a jamais été fait. Et c'est pour ça que je trouve que son projet est absolument extraordinaire, parce que ça va nous donner la possibilité de mieux comprendre, je veux dire, quelles sont les forces de la nature, d'où elles viennent et quelle est leur forme de vie. Alors, ce n'est pas juste une question de satisfaire une curiosité, c'est que ça va nous aider, je pense, à mieux respecter la nature, ou du moins certains aspects de la nature. C'est une ouverture sur le monde, je pense, de notre monde à ce monde qui doit être passé. Je pense qu'on doit faire ce passage d'accepter l'existence de ce monde comme quelque chose de réel et non une légende. Et en ce qui me concerne, je dirais que je suis sur 2 livres à la fois. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas toujours confortable. Disons que le premier sur lequel je travaille le plus actuellement, c'est un livre qui va se nommer Les 108 paroles du Christ. C'est un livre qui correspond, je crois, au souhait d'un certain nombre de lecteurs qui me l'ont demandé tranquillement au fil des années. C'est-à-dire que il y a eu une sélection de fait de 108 paroles extraites de mes 33 livres, de paroles qui ont été prononcées par le Christ, un cercle de disciples assez restreint. Et chacune de ces paroles, eh bien, je la commente et je l'actualise dans le temps présent. C'est-à-dire sur chaque page de gauche du livre, il va y avoir la parole du Christ, et puis sur sa page de droite, eh bien, son développement tel que moi je le comprends aujourd'hui. Alors c'est un livre qui va pouvoir être compulsé un petit peu au hasard en tant que support de réflexion, support de méditation. Ça, c'est le projet pour cette année, mais l'autre projet qui est en cours déjà depuis 7 ou 8 mois, c'est un sujet peut-être le plus délicat, le plus difficile, le plus improbable que j'ai jamais traité.
Je ne vais pas en dire beaucoup, je vais simplement peut-être donner le titre que je lui conçois aujourd'hui. C'est un livre qui paraîtra peut-être extrêmement prétentieux à beaucoup de personnes, mais qui finalement s'impose dans ma vie, alors que je n'aurais jamais pensé pouvoir m'atteler à une tâche comme ça. Il va tout simplement s'appeler l'Évangile de Yeshua. Voilà, et c'est un travail qui va être fait, qui a commencé à être fait à travers la lecture des annales akashiques. Disons que ça va être un travail qui, dans sa forme, va peut-être ressembler à de mémoire d'Esséniens et surtout peut-être aussi au Testament des Trois Maries par la façon dont il va pénétrer l'intimité des êtres et d'un être de cette époque-là. Puis c'est un travail qui est énorme parce que j'envisage, étant donné ce que j'ai commencé à percevoir, qui va faire un bon 600 pages, peut-être 700. Alors c'est un travail de longue haleine qui me fait un petit peu peur, mais en même temps qui est incroyablement enthousiasmant. C'est un travail formidable parce que quand même, ce qu'il va vivre à travers les annales akashiques, c'est par les yeux du Maître Yeshua lui-même. Donc, c'est pas quelque chose de très anodin dans le vécu, dans ce qu'on peut ressentir. C'est la raison pour laquelle j'en parle avec beaucoup de, comment dire, de distance, de précaution, de prudence, parce que c'est un travail de ce fait qui est très difficile, qui demande beaucoup de respect, de l'humilité, et en même temps qui fait continuellement marcher sur un fil. En même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est un travail qui peut paraître incroyablement prétentieux. C'est pour ça que ça fait un petit peu peur. Voilà. Mais il y a des moments où il faut se lancer dans ce qui est demandé, et visiblement ça m'est demandé. Voilà le travail qui se prépare. Daniel, ça fait plus de 30 ans maintenant que vous œuvrez publiquement pour l'ouverture des consciences et des cœurs. Avec le recul de ces 3 décennies, est-ce que vous percevez une évolution chez ceux qui vous lisent ou qui vous écoutent? Je dirais plus de maturité, certainement. Il y a eu un engouement extraordinaire que beaucoup de gens ont ressenti dans les années 80. Et les gens achetaient des livres. Puis finalement, je me suis rendu compte au fil des années que c'était une espèce de mode qui s'emparait d'un certain nombre de personnes, mode pour des choses qui paraissaient un peu mystérieuses, etc. C'est plus ça aujourd'hui. Les gens sont beaucoup plus circonspects, je crois, dans ce qu'ils achètent, parce que le public a mûri. Je crois qu'il y a une espèce de tri qui s'est fait au niveau du public. Il y a une profusion, évidemment, de livres qui traitent de domaines de développement personnel, de spiritualité. La profusion ne signifie pas nécessairement la qualité, hein, hélas. Quelquefois, c'est au détriment. Mais en ce qui concerne le regard qui est celui de beaucoup de gens dans le public aujourd'hui, ce regard-là correspond moins à une mode que par le passé. Je pense que beaucoup de gens ont été amenés au cours de ces 20 ou 30 dernières années à être labourés par tout un tas de choses, à déblayer des concepts en eux, ce qui ne veut pas dire que ce soit le cas de tout le monde nécessairement, mais je parle globalement. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé dans les consciences, et qui s'est passé au niveau de l'inconscient collectif aussi, où il est clair qu'on peut parler plus librement de certains thèmes aujourd'hui qu'on ne pouvait en parler il y a 20 ou 30 ans. C'est très subtil, mais il y a un travail qui se fait. Alors oui, je suis optimiste globalement parlant, je suis optimiste. Je ne le suis pas nécessairement d'une façon béate à très court terme, parce que je pense que notre humanité a bien des choses à comprendre et à ramoner en elle-même, mais quant à la finalité de toutes ces transformations que notre monde vit aujourd'hui, oui, là je suis fondamentalement optimiste. Mais il faut continuer, il faut avoir du courage, il faut savoir faire table rase d'une multitude d'idées préconçues qui quelquefois nous encombrent encore le mental et le cœur. Marie-Joanne, Daniel, merci énormément pour cette belle entrevue. Merci à toi. Merci également à toi. Et puis merci à ceux qui auront écouté avec leur cœur pendant cet entretien. Merci encore.